Donc bonjour à toutes et tous, en présentiel, en numérique, sur Terre, ailleurs, je sais pas tout ce qu'il faut rajouter. Ça tombe bien le présentiel et le numérique justement puisqu'on va en discuter avec ma présentation et celle de Maël. Donc je suis Sylvain Pioche, je suis maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3 dans un laboratoire qui s'appelle l'AGAM, laboratoire de géographie et d'aménagement de Montpellier. Et je travaille sur les questions très, on va dire, très hot de l'aménagement des territoires, c'est-à-dire la grosse maladie de notre Terre avec cette surconsommation d'espace et ce déséquilibre dans, dans l'aventure du 21e siècle entre les établissements humains et puis les établissements non humains de notre côté. Et donc aujourd'hui, dans ces questions d'aménagement d'espace, il y a un volet qui prend de plus en plus d'importance relatif à la co-construction des projets. Donc c'est un peu le terme tarte à la crème en ce moment, comme il y a eu développement durable, en tant que co-construction à toutes les sauces, hein, co-construction pédagogique, co-construction politique, qu'on fait rentrer dans la planification écologique, etc., etc. Et puis Marie m'a demandé, comme avec Maël, de nous centrer sur un point en lien avec la gestion des milieux côtiers, naturels côtiers. Donc j'illustrerai mon propos avec un cas d'étude sur lequel nous avons travaillé, à savoir la réserve naturelle marine de Cerbère-Bagnoul. C'est comment la co-construction a pu aider à ce développement. Alors d'abord, participation et co-construction citoyenne, de quoi parle-t-on? Alors j'ai pris sur ce schéma qui est une synthèse des travaux d'Arnstein. Donc elle avait développé en 1969 toute une réflexion qu'elle avait appelée ladder, donc les échelles de la participation. Et puis de Méthane, donc à l'école polytechnique en 92, qui dans un cadre un peu plus de politique publique avait essayé de synthétiser les différents éléments liés à cette participation des citoyens. Donc on va le commencer de gauche à droite, puisque sur ce schéma, on a essayé de tout synthétiser. Donc, si on veut informer beaucoup de personnes, on va travailler sur ce qu'on appelle, évidemment, de l'information, et plutôt dans des relations unilatérales. On va, si on augmente l'intérêt, si on cherche à augmenter l'intérêt du public pour une question de société ou donc aujourd'hui de gestion de l'environnement, on va passer à ce qu'on appelle la consultation, toujours dans des relations plutôt unilatérales, qui vont entraîner un niveau de concernement faible, c'est-à-dire un niveau d'intéressement qu'on peut mesurer avec le nombre de personnes qui vont suivre votre projet dans le temps, relativement réduit, puisqu'en fait on va ressembler à des petits oiseaux dans un nid, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le bec quand il y a l'information, mais on n'a pas encore les ailes pour s'envoler, ni le matériel suffisant pour pouvoir nous-mêmes aller chercher l'information. C'est ce qu'on peut comparer aujourd'hui à ce qu'on appelle le débat public ou l'enquête publique, si vous connaissez ces différents outils utilisés en aménagement. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de passer ce plafond de verre, c'est-à-dire de passer à ce qu'on appelle le concernement. Donc c'est un sujet largement débattu en géographie, mais dans d'autres disciplines, en sociologie des organisations, en psychologie environnementale, bien sûr, et d'autres disciplines de sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'on va passer dans ce qu'on appelle la médiation. Ça, les gestionnaires, ils sont très attachés. C'est pour ça que cette présentation vient conclure cette journée. Et là, on s'attaque à des outils qui vont favoriser la co-construction, ce qu'on appelle vulgairement la concertation. Et ces outils, ils ont une caractéristique très importante, c'est qu'ils doivent entraîner des relations bilatérales. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un échange, une discussion avec un locuteur et, on l'espère en tout cas, un cadre qui permet aux personnes qui participent à ces instances de pouvoir échanger, c'est-à-dire donner leur avis. Et là, on passe à un degré de concernement plus fort, ce qui doit logiquement déboucher vers un engagement des citoyens ou du groupe cible.
Alors le degré le plus haut, vous l'avez vu, c'est la codécision, c'est-à-dire, au revoir Wolfgang, qu'on va aller jusqu'à laisser le pilotage de ses propres outils, de ses propres projets, de ses propres instances à un groupe de personnes, donc des citoyens ça peut être, ou un groupe de décisionnaires qui vont fortement influencer, c'est-à-dire avec un degré de liberté qu'on retrouve en entreprise, dans ce qu'on appelle les entreprises libres. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein, où il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé, c'est tous dans le même bain, et tous ensemble, donc, on prend des décisions sur le RH jusqu'au balayeur, en passant par les projets de commerce, etc., etc. Alors, ce degré de codécision, il est largement débattu aujourd'hui. Et j'ai pris la définition de la co-construction donc de Foudrillard en 2019, que je vous laisserai lire dans le PowerPoint qu'on laissera. Ce qui m'intéresse beaucoup, enfin surtout moi, c'est cette idée de coopération afin de construire un projet d'action commun et de réfléchir ensemble à sa mise en œuvre. Alors, pourquoi aller vers de la participation et de la co-construction citoyenne des projets de gestion de l'environnement? D'une part, évidemment, on travaille dans un cadre réglementaire qui fait que les plans, projets et programmes doivent faire l'objet d'une consultation citoyenne depuis la Convention d'Aarhus en 98, transposée dans les directives européennes et évidemment dans la réglementation française à l'article L123-1 du Code de l'environnement, qui est couronné donc par l'enquête publique que vous connaissez. Deuxièmement, et là il y a une abondante bibliographie depuis Walker 2007, excusez-moi, autour de la diminution des conflits. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la conflictualité des projets, des aménagements diminuait avec le niveau de concertation et les outils mis en place pour intégrer la co-construction avec les acteurs du territoire. Et troisièmement, l'engagement et l'acceptabilité sociale des populations s'améliorent par l'inclusion aux objectifs et aux outils de gestion de l'environnement. Donc ça, c'est une très belle publication dans Biological Conservation de Reeds en 2008, qui propose tout un ensemble, enfin une boîte à outils sur laquelle on travaille particulièrement à Montpellier. Donc il y a 8 méthodes avec des objectifs serrés en fonction de vos besoins qui sont décrites par elle. Mais, comme il le souligne, la qualité des décisions à partir donc de cette prise en considération des usagers, donc des habitants d'un territoire, des citoyens qui souhaitent s'investir, est fortement dépendant de la nature des process, donc les outils, on va dire, qui pilotent cette intégration citoyenne. C'est-à-dire qu'il dit dans l'article, et c'est assez facile à comprendre, que finalement il y a plein de techniques pour concerter, co-construire, mais la pire, c'est celle qui n'a pas de méthodologie. C'est-à-dire, c'est celle où on invite les gens, on dit bon ben allez, on va discuter de l'extension du parc naturel de Camargue à Fos-sur-Mer d'un côté, et on irait jusque, je sais pas, à Palavas d'un autre côté pour des questions écologiques. Et là, en général, ça se passe très mal, parce que il y a toujours, ben voilà, des gens qui viennent délivrer un message, mais il n'y a pas forcément d'étapes, de méthodos. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment associer les citoyens? Donc la participation des citoyens au projet de gestion de l'environnement doit être assurée par des méthodes qui mettent l'accent, et encore une fois, je cite Ritz, donc on doit aller vers l'autonomisation. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui, en termes d'ergonomie, donc là on passe dans la sociologie donc, de l'innovation, à tout ce qui va faciliter les échanges et qui va permettre, donc tous les outils qui vont permettre aux gens de mener leur avis, de pouvoir se déplacer, d'éviter de faire des concertations de 14h à 16h le mardi après-midi, une fois par mois, typiquement. Ou alors on n'a que des retraités. L'équité, c'est une forme de transparence, donc c'est rappelé notamment dans la charte de la concertation qui est publiée en ligne par la Commission nationale du débat public. Vous pourrez regarder les différents points, et notamment un des principaux, donc la transparence. La confiance, c'est-à-dire que lorsqu'on invite des gens à partager un objectif commun, qu'il soit de gestion ou d'aménagement, il faut bien que l'avis des gens influence nos projets.
C'est-à-dire qu'on va pas les voir pour leur dire, je sais comment on fait, voilà mon plan de gestion, ma feuille de route en aménagement, et puis ben, vous serez bien gentil d'être d'accord avec tout ce que je dis. Ça, c'est papa-maman avec des enfants, mais c'est pas une situation d'échange. C'est logique avec des enfants, mais on a une tendance à être paternaliste ou maternaliste très forte dès lors qu'il s'agit d'échanger entre des experts, c'est-à-dire nous, et des non-experts, c'est-à-dire tous les gens qui vont être en interaction avec les espaces qu'on va gérer ou avec les décisions qu'on va mener. Et enfin, l'apprentissage, c'est-à-dire, et ça c'est très beau, un des objectifs de la co-construction, la participation, c'est l'élévation commune. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Et c'est cette volonté de tendre la main et de se mettre au même niveau autour d'une table qu'il est important de ménager et de préparer. Et tout ça, encore une fois, avec des outils, avec une méthodologie qui ne s'invente pas, mais qui se prépare. Et ça nécessite des compétences en facilitation. Donc la facilitation, ce sont, vous avez sans doute déjà participé à ces ateliers où on met des post-it, où on va remplir des feuilles avec objectifs, actions, facilitation, des temps individuels de 5 minutes, des temps en groupe, des gens qui affichent, etc. etc. Ben, tout ça, c'est la facilitation. C'est plus ou moins réussi en fonction des facilitateurs aussi, il faut bien le dire. Donc il y a un facteur humain important également là-dedans. Alors je vais vous présenter, pour la fin de ma présentation, un projet de recherche-action en géographie qui s'appelle ATRE, Agora pardon, de l'aménagement des territoires résilients. Le contexte, c'est le plan d'investissement d'avenir volet 3 de 2019, donc qui s'appelait Territoire d'innovation, je crois, TI. Et dans la région Occitanie, un programme s'appelle le programme Littoral Plus, avec la Banque des Territoires et un cofinancement région Occitanie, dont l'objectif, en association donc avec l'INRAE et puis des partenaires comme l'ISOD, Cartodébat, Résurgence R&D, l'objectif c'était donc d'associer les citoyens à la maîtrise d'ouvrage des projets, expérimenter des dispositifs innovants et hybrides de participation, présentielle et numérique, faciliter l'information, l'acculturation, donc le principe de Ritz de tout à l'heure, hein, et créer des interactions entre les décideurs et les habitants du territoire. Et ici, vous êtes des décideurs, plus ou moins proches du stylo qui permet de signer, mais vos avis, vos comptes rendus influencent les décideurs. Alors voilà ce qu'on a testé de manière très synthétique évidemment pendant ces 3 dernières années. D'une part, quels étaient les apports de l'hybridation. Depuis le Covid, on a eu une hybridation forcée, c'est-à-dire qu'on a tous été conviés à des cours en ligne, des forums en ligne, des conférences, des réunions qui avant se déroulaient en présentiel. Mais la mesure de l'intérêt, de l'efficacité, finalement le résultat des formes hybrides, c'est-à-dire en numérique, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à voir les résultats. Moi, les cours que j'avais avec mes étudiants en 2020, en licence, en master, ou en école d'ingénieur, ben, j'ai vu la différence, personnellement, ou en discutant avec des collègues, par rapport aux cours en présentiel. Évidemment, c'était moins, on va dire, moins pénétrant en distanciel. Mais bon, on était obligé, d'accord? Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des retours sur les limites du numérique, les limites du distanciel. Et donc on réajuste, en tout cas en ce qui me concerne, mes cours ou mes présentations en distanciel, je ne les fais pas de la même manière qu'en présentiel. Et donc on a évalué entre des ateliers participatifs citoyens classiques présentiels et des outils donc développés par la société Cartodébat, qu'on appelait e-débat pour électronique débat, donc vous avez une illustration d'une page là, dont l'objectif est, même si vous n'avez pas le temps de participer à une réunion de concertation ou de co-construction, par exemple, vous bossez de 8h à 18h, à 18h, il y a les devoirs des enfants, à 20h, vous dînez, et à 21h30, vous êtes crevé, vous couchez, mais ça vous intéresse de participer à l'avenir de l'étang de Diane, vous savez qu'il y a une plateforme de participation qui fait un point sur les avancées, vous avez envie de donner votre avis, et là, vous pouvez vous connecter, et avec des outils de cognitive mapping, c'est-à-dire des outils qui permettent de présenter l'information d'une manière synthétique avec des fenêtres emboîtées,
et qui vous guide dans les logiques en fait des différentes informations que vous pouvez obtenir. Et vous pouvez donner votre avis avec l'outil, donc par exemple iDébat. Donc je ne fais pas de promo particulière, mais en tout cas on a évalué la différence avec le présentiel de ces outils qui sont disponibles H24 sur 24. Et ensuite, on a travaillé avec deux laboratoires, donc le laboratoire Epsilon, qui est un laboratoire de psychologie environnementale sur des exercices de flexibilité mentale, à savoir, est-ce que lorsque quelqu'un se connecte et qu'on lui présente les informations d'une manière un peu différente que la forme brute classique, c'est-à-dire vous lisez le PDF du guide sur, par exemple, Nature Adapt, et après vous pouvez poser une question. Ben là, on l'a fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on est passé par un chemin où on faisait des focus sur certains points thématiques en fonction de l'entrée que la personne avait choisie quand il se connectait sur ses cartes cognitives. Et on regardait si ça amenait ces gens à répondre pas forcément autour de la thématique qu'ils avaient choisie. En gros, si les gens venaient pour parler d'écologie, on leur présentait avant l'impact économique, par un détour scriptural. Et puis un autre outil qu'on a utilisé en linguistique, donc avec des collègues qui travaillent sur les questions, par exemple, de représentation du terme loup dans la bibliographie, donc en collaboration avec le CEF à Montpellier, le laboratoire CEF, de regarder comment ces outils d'analyse lexicale et d'analyse des termes utilisés par les participants pouvaient nous aider à mesurer leur acceptabilité. Donc Maël y reviendra tout à l'heure, mais l'objectif c'était de mesurer si les outils de co-construction permettaient d'acculturer, c'est-à-dire avaient une relation pédagogique avec les gens qui venaient les consulter. Et en fait, oui, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un métissage de langage et il y avait une meilleure appropriation des enjeux lorsqu'on suivait les personnes qui participaient. Alors donc l'exemple de Banyuls-Herbert avec les dispositifs que j'ai très rapidement présenté, pas facile de résumer 3 années de travaux. Et voilà les restitutions. Donc on est sur un projet d'extension d'un parc, d'une réserve naturelle, avec 3 gestionnaires, donc le département des Pyrénées-Orientales, l'OFB au niveau du parc marin du Golfe du Lion, et la réserve de Banyuls-Herbert avec les communes concernées. Et on a observé donc les points donc, qui sont résumés sur la partie droite de la diapositive. Ce que je vais vous présenter donc c'est cet accompagnement du projet avec les outils hybrides que nous avons testés avec eux donc en situation réelle. On a mené 882 réponses d'enquête auprès des citoyens, donc 755 réponses en ligne. Donc là, il y a un vrai intérêt à laisser des plateformes en ligne pour que les gens puissent massivement, enfin plus massivement en tout cas que les enquêtes de terrain répondre, et 127 habitants enquêtés par des étudiants de l'université et l'équipe du projet. Il y a également eu 4 réunions publiques qui ont réuni environ 300 personnes. Un petit florilège donc des différents éléments qui ont pu être communiqués par les porteurs de projets, hein, qui ressemblent à ce qu'on peut rencontrer classiquement au niveau des structures de gestion de l'environnement que vous pouvez animer ou connaître les uns et les autres. Alors, évaluation ex-ante, c'est ce qui est le plus intéressant sur... donc là, on a cherché à mesurer comment ces outils faisaient évoluer, acculturer les personnes qui participaient à ces ateliers. Donc, il y a eu 5 éléments d'observer. Premièrement, quel était l'état écologique du milieu, donc avant la concertation, bon, voire excellent pour 52% des personnes. L'impact négatif des activités, il est faible, voire nul pour 76% sur l'ère donc de projet d'extension de la réserve. Hein. En gros, il n'y a pas besoin d'étendre la réserve, si vous traduisez. Voilà. L'importance des zones de protection fortes pour la biodiversité, elle était forte, voire très forte pour 67%, donc ça c'était plutôt acquis. La nécessité d'étendre la réserve,
cette nécessité, elle était forte pour seulement, ou très forte pour seulement 57% des gens. Et l'utilité d'une démarche de concertation, ça c'était largement partagé par contre. Les gens avaient envie de savoir ce qui allait se passer, c'est normal. C'était largement concerné. Puisque je vous ai mis en bas à droite les personnes qui participaient, enfin, les catégories d'acteurs qui participaient. Post-tenté, donc après la concertation, avec une étude réalisée par une linguiste du laboratoire Praxilin, donc Camille, voilà les résultats. Donc à l'entrée, c'est sur la gauche, c'est ce que je viens de vous dire, et à la sortie, voilà l'évolution des personnes, donc très nettement sur l'état écologique, puisque lorsqu'on fait de la co-construction, on amène aux personnes des éléments d'information sur lesquels ils ont rarement accès. Donc là, on voit l'évolution, donc une diminution du nombre de personnes qui pensaient que l'état écologique était bon, et plus personne, par contre, ne trouvait que l'état écologique de la zone d'extension était excellent. Donc avant, 76% estimaient que l'impact des activités humaines était faible, voire nul. C'est normal, souvent les activités sont au-dessus de l'eau, à part pour les plongeurs. Donc il y avait moins d'affinité et de connaissances sur la réalité de l'état des lieux des fonds marins. Et donc après la concertation, 23% estiment que cet impact est faible, mais plus personne qu'il est nul. Pareil, sur l'importance des zones de protection, elle a fortement augmenté, même si le niveau était relativement bon. Et enfin, le fait qu'il était nécessaire d'étendre la réserve, 57% était OK. Et à la fin de la concertation, donc 77% sont d'accord avec le fait qu'il est nécessaire d'étendre la réserve. Ça n'a pratiquement pas bougé sur le fait que la concertation était utile, étant donné qu'il y avait moins de participants à la deuxième série de questionnaires d'enquête. Les commentaires que nous avons glanés au fur et à mesure de ces échanges, voilà, ils étaient intéressants à la fin de la concertation. Voilà, certaines personnes qui notaient que c'était dommage, donc ils étaient devenus vraiment pro-extension. Les contradictions, les zones de protection renforcées, 8% au lieu de 10% annoncés précédemment, puisqu'il y a eu plusieurs annonces politiques. Je ne sais pas si vous avez suivi sur la mer, on est parti de 10, puis finalement on est revenu à 7 pour des questions de politique territoriale, bon, etc., etc. Et merci pour cette concertation. Voilà. En fin de ce diaporama, je voulais souligner aussi l'intérêt de la recherche parce que est apparu un manque qui s'est traduit par une thèse donc débutée par Maël pendant le projet autour des outils dits réseaux sociaux qui communiquent très fortement avec un format qu'on n'avait pas, enfin, qui n'est pas du tout étudié dans la bibliographie. Ce sont les vidéos courtes. Vous savez, ces vidéos dont on nous inonde aujourd'hui pour nous passer des messages plus ou moins subliminaux lorsque c'est commercial. Nous, on essaie que ce soit plutôt avec du contenu et de l'intérêt. Et je vais passer la parole d'ailleurs à Maël pour vous présenter cette originalité qui est le fruit du projet.